Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'analyse pronostique du combat main event de l'UFC 306 qui va se passer à la Sphère. L'événement tant attendu, l'événement le plus cher peut-être de l'histoire de l'UFC et le flop le plus programmé aussi de l'UFC avec le combat main event, je vous l'ai dit, Sean O'Malley versus Merab Dvalishvili qui aura lieu du 14 au 15 septembre pour la ceinture des poids coqs. Ouais, déjà, parlons un peu de cette sphère. Effectivement, cet événement pour l'UFC Noche, donc pour l'indépendance du Mexique, événement qui a fait sortir le chéquier à Dana White puisqu'il a dépensé plusieurs millions déjà dans cet événement. J'ai plus le chiffre exact en tête. Je te coupe tout de suite. Visiblement, non, parce que je sais plus dans quel podcast j'ai entendu ça. Je crois que c'était Clément Marcoux qui disait que la sphère est financée entièrement par l'Arabie Saoudite. Entièrement. C'est à leur frais. Ah ouais. Donc Dana, il se plaint de rien en fait. C'est pas lui qui paye. Ah bah oui, ça change tout, effectivement. Ouais. Oui, c'est vrai que ça change tout. Il me semble que c'est ils annoncent des sommes. Je suis quasi sûr. Et en gros, ils expliquent ça par le fait que, tu sais, ils voulaient monter une ligue de boxe, l'Arabie Saoudite, et ils voulaient signer Canelo. Oui. Et comme Canelo a refusé, et qui combat en même temps que l'UFC Noche, du coup, et oui, pour lui faire concurrence, ils ont investi beaucoup d'argent pour essayer de concurrencer l'événement de Canelo. Ok, d'accord. Ouais, parce que ça je savais que ça se faisait sur le même week-end, qu'ils avaient choisi la même date et tout ça. Mais ok, d'accord. Donc c'est eux qui financent. Oui, donc flop, on s'en fout parce qu'ils ont plein de thunes. Ils ont plein de thunes, de toute façon. Mais en tout cas, les places ne se vendent pas aussi facilement qu'ils l'auraient espéré puisque ils ont dû brader des places là sur les derniers temps pour combler un peu la salle. Moi, je sais, comme on en a parlé souvent, je sais pas encore à quoi m'attendre pour cet événement, pour ce lieu. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va apporter à un événement type UFC? C'est vraiment ça la question. Donc, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, voilà, c'est pas non plus, tu vois, je suis pas là en train de me dire, il faut absolument que je reste éveillé, il faut absolument que je passe la nuit à regarder l'événement. Non, parce que la carte, c'est pas non plus foufou. Il y a des combats qui nous intéressent, hein, notamment le combat qu'on attendait déjà de base je vais oublier les noms comme d'habitude, mais tu sais de qui je parle. Diego Lopez contre Brian Ortega. Contre Brian Ortega. Ça commence fort. J'ai passé un week-end difficile, les amis. Je suis fatigué. Donc, contre Brian Ortega, ça on attend. Maintenant, le Grasso Shevchenko 3, ouais, bon, je l'attends pas plus que ça. Et là, à l'analyse de Sean O'Malley de Dvalishvili, j'attendais déjà pas beaucoup ce combat, mais ça m'a pas hypé plus que ça. Comme je te disais en off juste avant qu'on commence, c'est limite soit Sean O'Malley fait une masterclass et dans ce cas-là oui c'est un beau combat, soit on a du 5 rounds sur le même rythme avec Dvalishvili, enfin tu vois qui va faire la même chose sur 5 rounds, et là dans ce cas-là bon bah c'est longue soirée quoi, longue soirée. Ouais, c'est vrai qu'en termes de pourcentage que ce soit un combat qui reste dans les annales, c'est assez faible quand même. Et pour un événement aussi important, en tout cas d'après Dana White, c'est vrai que j'aurais pas choisi ce combat. Non, mais je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, mais comme beaucoup, comme sur beaucoup d'événements là en ce moment. Bon, pour l'instant, les paris sont plutôt gagnants. On verra s'il a encore de la chance ou pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, à l'analyse, quand tu regardes Dvalishvili, tu regardes un combat, 2 combats, 3 combats, 8 combats, 10 combats, enfin tout, c'est les mêmes combats. De toute façon, ça ne change pas. Donc on va en parler. On va décrypter un petit peu justement le style de chacun. Mais bon, c'est pas foufou en tout cas comme ça sur le papier, c'est pas foufou, on verra en vrai. Ça reste du MMA et on peut toujours être surpris, ça c'est vrai. Il y a des fois où tu dis que ça va être une purge et c'est des combats extraordinaires, il y a des fois où tu dis que ça va être un combat extraordinaire et c'est des purges. Donc on verra ce que ça donnera. On commence, une fois n'est pas coutume, par le tail of the tape avec un O'Malley qui fait 1m80 pour une allonge d'1m82,9. C'est 18 victoires, 12 KO, une soumission, 5 décisions. Et une défaite par KO contre Chito Vera, qui l'a lavé sur son dernier combat. Et un no contest. Et Dvalishvili, c'est 1m68 pour une allonge d'1m72,7. Donc il y a 10 cm d'allonge en moins, ce qui est énorme. On a 17 victoires, 3 KO, une soumission, 13 décisions. Donc on voit que c'est quand même ce que je disais, c'est le pendant inverse, quoi. On a 12 KO d'un côté, on a 13 décisions de l'autre. Et on a 4 défaites, une soumission et 3 décisions.
Donc déjà, voilà, c'est ça. Déjà, tu vois, sur ce que je disais, tu vois, dans les chiffres ne trompent pas, les chiffres parlent. Dans les ratios, ils ont à peu près le même nombre de combats chacun. Mais dans le ratio de victoire, le résultat est complètement, diamétralement même opposé, quoi. Ouais, ouais. Donc, on va commencer par la boxe et on va commencer avec l'honneur au champion, O'Malley. Donc, on l'a déjà analysé, hein, donc il y aura de la redite. L'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu ce qu'il peut faire pour stopper Merab, surtout. C'est vraiment ça qui est intéressant. Mais O'Malley, c'est une boxe qui est relâchée, qui est précise et qui est mesurée. Déjà, c'est la première des choses qu'on peut dire, c'est que c'est du sang-froid, de la précision, pas de précipitation, c'est létal. C'est une très belle boxe. Ouais, c'est de plus en plus létal en plus. Il y a de moins en moins d'erreurs. Moi, j'ai noté un striker d'élite, maître de la distance et du timing, avec d'excellents déplacements. Donc, il est difficile à cadrer. Il maintient toujours la bonne distance entre lui et son adversaire. Il choisit ses frappes, toujours ce qu'il faut en fait. La bonne frappe au bon moment, tu vois. Donc, et il a une grosse variété de frappes en plus. Tu vois, que ça soit avec les Bah, c'est poings et ça. les jambes, il est capable de tout faire. Que ça soit, tu sais, il y en a qui sont forts sur les attaques en ligne, moins sur les attaques circulaires. Lui, tout fonctionne. Il peut kicker, il peut mettre les genoux, il peut mettre les coudes, il peut tout faire. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai, il nous a montré d'ailleurs son panel contre Chito Vera, Ça, c'est où, sur ce combat. voilà, où il avait de toute façon un combattant aussi qui était complètement désarmé face à lui. Mais vraiment, il nous a montré que tant qu'il sera dans cet état de flow, parce que c'est ça, c'est qu'aussi, là, pourquoi il est plus à l'aise? Parce que quand tu regardes le combat qu'il faisait contre Petroyan et quand tu regardes le combat qu'il faisait contre Chito Vera, tu vois que même psychologiquement, tu vois que même psychologiquement, c'est pas du tout le même homme. Ouais, il Tu a vois changé. il a une pression sur les épaules face à Petroyan parce qu'il se doit de confirmer ce qu'il annonçait depuis longtemps. Maintenant qu'il a confirmé, maintenant qu'il a prouvé à tout le monde que c'était un combattant d'élite, et ben il s'est complètement voilà détaché de tout ça, t'as l'impression. Et il est beaucoup plus relâché, il est beaucoup plus détendu. Et quand il est détendu, sa boxe, elle Il est est champion, quoi. beaucoup Il plus est efficace. champion, il Ouais. se comporte comme un champion. Tu vois, au début, même Ah, lui, tu sens que même lui, contre Yann, il avait des doutes. mhm. Ah, puis Et gros step en justement, plus. on l'avait vu, hein, le fait de passer le premier round, sur la fin du combat, il commence à se lâcher, à se dire ah bah ça va en fait, je tiens, tu vois. Et là, maintenant, il a acté que c'est lui le champion et on l'a vu sur sa dernière perf. Alors, même si Chito Vera, on l'avait dit déjà dans l'analyse, ça restait un combat quand même assez facile pour lui. En tout cas, sur le Mhm. papier, il devait lui rouler dessus et c'est ce qu'il a fait, il a confirmé. Mais la façon dont il l'a fait, c'était une masterclass. Ouais, mais si tu remontes juste le cran d'avant avec Sterling, qui était quand même un champion dominant, et qui reste encore un combattant dominant, parce que même dans la caté du dessus, Dessus. non, attends. Ouais, Si, c'est si, du dessus, dessus. ouais, il est monté, ouais. Même dans la caté du dessus, de toute façon, il pouvait pas descendre, le type, je dis ça, mais en même temps, il pouvait pas descendre. Donc même dans la caté du dessus, il continue à être dominant, tu vois, quoi, dans ses combats. Donc ouais, non, c'est vrai que là, il a montré tout son potentiel en le mettant KO et finalement en annihilant aussi le côté lutteur de Sterling, puisque c'est quand même quelqu'un qui a réussi à lutter Henri Cerudo, quand Mm. même, et qui l'a mis en danger, qui a été chercher son dos, qui était pas loin de le soumettre. Et au final, tu te rends compte que de par sa boxe et ses déplacements et le choix des armes, comme tu disais, il a réussi quand même à stopper toute tentative de lutte, mais même proactivement, dans le sens où, grâce à sa boxe, en fait, il a que très peu shooté. Tu vois, je crois qu'il a dû shooter une fois, si mes souvenirs sont bons. Mais Ouais, vraiment, tu vois, encore une fois, c'est. En fait, je pense que lui, quand t'es face à lui, le danger, tu le ressens, mais que quand t'es dans la cage. ouais, Tu vois, au niveau de ses feintes, etc. Et c'est pour ça que Sterling, il shoot pas. C'est qu'il sent, je pense qu'il sent que s'il rentre, il va se faire contrer. Donc c'est il est sûr. difficile, c'est difficile de le surprendre. Et avec la distance qu'il impose, il a une grande allonge. Il est très grand pour la KT. Non, non, pour les lutteurs, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Ouais, c'est vrai. En plus, il est autant à l'aise dans les deux gardes. Ça, c'est aussi une grosse force. Et dans les deux gardes, il utilise très bien son jab, en plus de ça. Donc, ce qui maximise son allonge. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Son allonge, pardon. Mais pas de la même manière. Donc, en droitier, son jab, il va tracer son chemin. Il va tracer le chemin de la droite. Donc, ça va être du jab cross.
Et en général, il double son jab. Et en gaucher, il utilise son jab pour faire du dégât. C'est là où où il fait plus de dégâts avec son jab. Et il peut aussi le doubler ou le tripler. Tu vois, c'est vraiment et avec autant de puissance sur les trois jabs, quoi. C'est vraiment important. Donc ça déjà, en plus comme souvent il est plus grand que son adversaire, donc ça vient en plus, tu sais, en piquant, en descendant. Donc ça veut dire que déjà pour bloquer, c'est toujours plus compliqué, surtout que dans le MMA les gardes sont jamais vraiment très hautes. Mais en plus de ça, comme ça, tu sais, ça vient piquer de la hauteur vers le bas. Tu vois, du air-sol. Le missile est air-sol, donc c'est plus dur en plus de venir contrer. Quand tu vois le finish contre Sterling. Tu vois cette droite qui arrive, tu vois, du ciel, quoi, et qui le prend, qui le connecte. Tu sais, tu sens que je crois qu'il l'a même pas vu venir, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle vient pas vraiment en ligne. Elle vient du dessus, ouais, comme tu dis. Donc elle sort du champ de vision un peu. Exactement. Avant de se lancer dans l'attaque, il fait un à deux appels vers l'avant. Tu sais, il a tendance à mettre des petites feintes en plus, ce qui fait qu'il donne de l'incertitude. En plus de ça, il vient te mettre des feintes, tu sais, quand il va regarder le ciel ou quand il va regarder sur le côté et puis qu'il va venir te frapper. Tu sais, ça me fait penser, c'est marrant parce que en revoyant le combat contre Sterling, où il le fait d'ailleurs, tu sais, tu connais le jeu où tu dois lever et en fait, tu dois pas Ouais, suivre le doigt. Tu vois, oui. tu lèves, tu vas à droite, à gauche ou en bas et en fait, tu dois pas suivre le doigt, tu sais. Mais c'est un peu la même idée, tu sais. Il lève, toi, t'es là, oh, Toi, bah, tu et lèves. t'en as pris un, tu vois. Et t'es puni. Sauf que là, t'es pas éliminé, t'es KO. C'est ça la différence. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est une grosse force. Ces feintes sont une grosse force. Et puis t'as des feintes en plus, tu sais, quand il tourne sur lui-même comme une danseuse, tu sais, tu sais, il te met de l'incertitude. C'est vraiment ça. Déjà, t'as de l'incertitude, tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'il a une grosse variété de frappes. Et il sait tout faire, mais tu as aussi de l'incertitude parce que il vient et il te met des feintes que tu n'as pas l'habitude de voir, en fait, tout simplement. Et qui ne sont pas toujours les mêmes. Ce qui, à l'inverse d'un Merab où la feinte est toujours la même. Et en plus, tu peux décrypter un momentum dans sa feinte, tu vois. Hmm. Non, non, c'est imprévisible. Au Malais, c'est ça en fait. C'est imprévisible. Ouais. En général, il privilégie les coups directs. Avec ses front kicks en type Mike Guerry, il les place très bas, ce qui fait que bah, souvent tu sais, t'as l'adversaire qui se plaint que c'est dans les parties, mais en fait non, c'est juste dans le bas-ventre. C'est pour les lutteurs, pour lutter contre les lutteurs, c'est super, super efficace, parce qu'en plus il le fait vraiment très bien. Tu sais, ça empêche en fait le lutteur de venir et de descendre dans les jambes. Donc je pense qu'il va user et abuser de cette technique, d'autant plus que Merab, c'est pas quelqu'un qui saisit plus que ça les jambes. Il va saisir un low kick, mais sinon il va pas saisir une autre frappe, un autre type de frappe, tu vois. C'est un mec Ouais, qui et puis de shoot. toute façon, ce genre de kick, c'est difficile à attraper, hein. On le voit, hein, c'est beaucoup utilisé par les strikers justement parce que c'est difficile à attraper. Déjà, ça part très vite. En général, quand il part, comme il part de, tu sais, bah, encore une fois, sous le champ de vision, tu le vois pas forcément Mhm. jusqu'à temps que tu le prennes. Donc non, ouais, l'attraper, c'est très compliqué. Tu peux l'attraper, hein, mais c'est un coup de chance que un truc que tu vas répéter sur chaque kick. Ouais, mais O'Malley le fait quand même pas mal, hein. Tu sais, tu vois sur certains combats, notamment contre Sterling, je crois si je me trompe pas, où il vient le saisir. Tu sais, il a ce réflexe de venir le saisir, de le décaler pour shooter ou décaler pour sortir. Tu vois, c'est vraiment le pur striker qui a appris aussi à saisir les armes du striker. Tu vois, enfin du striker qui serait en face de lui, quoi. Chose qui n'est pas le cas quand tu es un lutteur de formation. En fait, quand tu es un lutteur de formation, tu gères ce qui vient de la lutte. Par contre, quand ça vient du striking, c'est vrai que tu n'as pas forcément les mêmes réflexes. Le même Un réflexe. striker qui apprend depuis toujours à saisir les frappes, tu vois, à saisir, par exemple, tu sais, les mecs du Muay Thai qui vont venir saisir les middle, qui vont bien décaler, se décaler, tu vois, pour éviter de prendre le frappe, pour accueillir la frappe, la saisir et pour pouvoir shooter derrière. Tu vois, c'est des formes de corps que tu as assimilées bien plus tôt dans ta Mm. formation. C'est pas le cas des lutteurs. Les lutteurs, c'est pour ça qu'ils ont du mal en fait à saisir la jambe de cette manière-là, parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de rencontrer entre guillemets dans les automatismes qu'ils auront créés durant leur formation. C'est pas vraiment ça qui sera mis en avant, tu vois. Ouais, ouais. Au niveau des frappes au corps, il place souvent son coup de pied retourné. Ça aussi, pareil, il le fait couper d'un side, tu sais, enfin, tu sais, c'est pas un coup de pied retourné qu'il envoie façon Barbossa où il essaie d'arracher une tête, mais c'est vraiment où il vient stopper l'adversaire. Ça, c'est pareil, c'est intelligent parce qu'il le fait dans un timing extraordinaire. Il vient souvent couper l'adversaire dans son déplacement et il vient le couper en deux surtout.
Et comme ça, c'est un coup de pied retourné, encore une fois, tu as une incertitude. Tu sais pas où ça va aller. Tu sais, c'est vraiment ce genre de coup où tu sais pas si ça va monter, tu sais pas si ça va venir au corps, tu sais pas. Tu sais pas. Arme beaucoup utilisée aussi par Holloway, tu sais, la dernière fois contre Geji. Geji. Donc c'est vraiment très efficace. Ouais. Non, mais comme tu as dit, il maîtrise toutes les frappes. Franchement, moi, je m'en suis rendu compte sur son combat contre Tito. Même les genoux qu'il met en interception, tu vois, en avançant ou quand l'adversaire rentre, c'est magnifique. Ah bah le genou qu'a pris Chito Vera, si c'est Merab qui le prend, il reste pas debout. Il Ouais, reste pas debout. on est d'accord. Là, Chito Vera, il est béni par la grâce de Dieu. Tu sais, il a la Vierge Marie sur le torse. Tout le monde Ah, n'encaisse pas ce coup de genou. Vraiment, pour le coup, tout le monde ne l'encaisse pas parce que le bruit qu'il a fait, c'était vraiment extraordinaire. Et là, effectivement, un Merab qui descendrait dans les jambes et qui prendrait ce genou. Et on sait qu'il est très bon dans le timing, on l'a dit, hein, notamment parce que tu l'as dit tout à l'heure, et c'est un maître dans la gestion de la distance. Donc, il sait se placer à une certaine distance qui lui permet de voir venir quand son adversaire le shoot. Donc s'il prend le genou, ouais, ça va être très compliqué. Dure soirée pour Merab à ce niveau-là. Il a, d'ailleurs, on le dit, hein, ça va en même corrélation, il a un sacré coup d'œil, il est très bon, il est très difficile à toucher. Même dos à la cage, il arrive à esquiver pour s'échapper et reprendre le centre. Donc parce que justement, on parlait la dernière fois de Adesanya, tu sais, qui reculait beaucoup en ligne. Alors oui, il sait couper les angles, mais c'est toujours un peu quand il est acculé où il va faire un droite-gauche et puis il va partir. C'est pas du tout le cas pour O'Malley. O'Malley, lui, il va il va reculer, sortir tout de suite. Tu sais, il va prendre un angle. C'est même souvent, j'ai vu, je sais plus avec quel adversaire, ou même il fait un petit pas de décalage pour vraiment effacer son adversaire. Je sais plus lequel c'était, non, mais mais il vraiment fait souvent l'effacer, ça. arriver, se retourner et puis toucher derrière, tu vois. Il fait souvent Non, ça. c'est beau. Il attend pas d'être acculé. Il est proactif dans ses déplacements. Il attend pas que ce soit vraiment compliqué pour sortir. Il sort directement. Et ça, c'est très bien, ça. En fait, c'est ce qu'on reproche souvent aux strikers, nous. Tu sais, d'attendre trop. Mhm. Non, tant que tu peux sortir, sors tout de suite. Et lui, c'est ce qu'il fait. Ouais, parce il a une faculté à garder sa concentration aussi sur le long terme. Il garde sa concentration sur du 5 rounds sans problème, quoi. Ouais. Non, c'est une belle Il a de évolution. l'endurance dans sa boxe. O'Malley, il a une belle évolution. Mm. Oui, c'est vrai. Et même dans sa défense de point faible, qui était le low kick à l'époque, de prendre les low kicks entre guillemets, on voit que aujourd'hui c'est très bien checké, ou alors c'est très bien esquivé. Enfin vraiment, même là-dessus, tu sais, il a vraiment mis un point d'honneur à ne plus se faire piéger sur cette arme-là. Après, de Valijvili, il en envoie, mais bon, c'est pas non plus Ouais, sa grosse force, ouais, tu il sais. les envoie pour les envoyer, quoi. Tu sens qu'il n'y a pas Ouais. vraiment de danger sur les low kicks, hein. Donc ouais, ça sera pas un danger. Mais il a de bonnes jambes, hein, de Valijvili, hein. Il a de bonnes Ouais, jambes. tu vois. Mais Comme tous pas, les lutteurs, il pas est souple. forcément sur les low kicks. Non, il envoie beaucoup de high kick, beaucoup de middle. Hmm. Donc c'est vrai que c'est ça, c'est plus ça sa force. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la boxe de O'Malley? Non. Non. Donc on va passer à Monsieur Dvalishvili. Et là, c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique. Il n'a pas une boxe dégueu, hein, mais c'est une boxe qui a été construite déjà pour servir sa lutte, déjà pour commencer. C'est ma De première quoi? phrase. C'est ma première phrase. J'ai mis boxe au service de sa lutte. Mais en fait, et c'est là pour l'analyse, en fait, c'est très dur de décorréler son striking de sa lutte, mais pour le coup, parce que c'est un tout. En fait, c'est un style hybride. Ouais, mais je me suis forcé à essayer de le faire, mais c'est vrai que c'est pas évident. Tu sais, j'ai vraiment essayé parce que je me suis dit, attends, quand je prenais mes notes, je me disais, attends, mais là, tu vas rentrer dans la lutte, en fait, t'auras plus rien à dire pendant la lutte. Bah ouais. Et en fait, j'ai essayé de vraiment essayer de dissocier quand même les deux, mais c'est vrai que les deux s'emboîtent parfaitement. Parce que, comme beaucoup de lutteurs, tout ce qu'il fait est limite un travail qui va venir masquer sa lutte. Ah, mais lui C'est encore vraiment ça. plus que les autres. Ouais, même s'il crée du dégât quand même, hein. Il crée du dégât quand même. Tu vois, contre Petroyan, il a gonflé Petroyan. Son œil, il était gonflé et tout ça. Il met beaucoup de frappes à la tête. Il est efficace parce que sa boxe en Parce que devient t'as peur efficace de la parce lutte. que tu as de la lutte, mais très, très régulière, en fait, avec Dvalishvili. Et un rythme de fou.
C'est-à-dire qu'il avance constamment, tu vois, c'est vraiment ça. Mais par contre, il a beaucoup de répétitions dans sa boxe. Donc soit il jab cross, ou crochet, pardon, pas cross, Overhand. crochet ou overhand. Sinon, c'est cross crochet du gauche, donc cross bras arrière, donc crochet du gauche. Ou alors, il fait du gauche-droite-gauche en shiftant, tu sais. Mais sinon, c'est vraiment ça. Soit c'est ça en anglaise, soit avec ses jambes, il va envoyer soit des coups de pied circulaires, parce que c'est rarement des front kicks, c'est souvent des coups de pied circulaires isolés, jambe avant, jambe arrière, il n'y a pas de problème. Ou alors il va varier, comment dire, il va faire du croisé, c'est-à-dire il va envoyer bras arrière, bras avant, jambe arrière. Tu sais, c'est vraiment ça. Il le fait, mais tu sens que voilà, sorti de ça, alors c'est déjà pas mal, hein, tu me diras, mais c'est toujours les mêmes enchaînements, toujours, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, et au milieu, tous les 3, 4, 5 enchaînements, il plonge. Ah ouais. En fait, c'est déjà pas mal, oui. C'est déjà pas mal si ça faisait du dégât. Ça fait pas forcément de dégâts. Tu sens que en fait, il y a beaucoup de volume, donc oui, ça va finir par te marquer, évidemment. Mais il n'y a pas vraiment de danger sur sa boxe, en fait. Ouais, non, tu le vois rarement sonner quelqu'un. C'est ça. Pourtant, pour le volume qu'il met, donc ça reste relativement faible dans le danger. Maintenant, ouais, en fait, voilà, t'as tout dit. T'as tout dit sur sa boxe. Défensivement, il se fait toucher, hein. Il est assez ouvert, hein. Bah, de toute façon, comme il met beaucoup de volume, forcément, il est ouvert. Donc, dans quasiment tous ses combats, il se fait toucher. Maintenant, il réagit très bien derrière, hein. En fait, il plonge tout de suite. Et la Ouais, même phase si contre Marlon Vera, il aurait pu être arrêté, hein, honnêtement. J'ai pas revu ce combat. Ah, je l'ai revu et franchement, il y a un long moment où il est là et il titube C'est et quoi il qu'il se prend prend comme des frappe? coups et il titube. Hein? Il prend quoi comme frappe? Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est un bras arrière Ok. qui prend. J'ai pu parce que tu sais, comme je te dis, ça a été très compliqué. Je me suis beaucoup endormi. J'étais très fatigué pendant les combats de Merab. Donc ouais, non, j'ai des fois des idées un peu Mais c'était brouillées, en mais je crois que c'est anglaise. un bras arrière. C'était en anglaise. C'était en anglaise, ça c'est sûr que c'était en anglaise. Et donc tu le vois, il est sonné, il titube, il tombe, il prend du grand end-pound, ça se relève, il prend des frappes à la cage, il fuit, il court, il reprend des frappes, mais tu sens qu'il court en étant un peu, tu sais, vraiment sonné. Et puis l'arbitre laisse. Et je me dis, même moi, tu sais, dans le combat, je me dis, je sais qu'il a gagné, mais bon, il perd, c'est pas déconnant, tu vois. Et puis Hmm. finalement, il arrive à récupérer. Sauf que Marlon Vera, bah, il est complètement épuisé et puis derrière, il se fait dominer au sol parce qu'après, il va l'amener au sol et puis il va lui mettre du grand end-pound, tout ce qu'il peut. Et on a Marlon Vera qui bougera pas énormément, tu sais, qui défendra pas plus que ça et qui prendra tarif jusqu'à se faire lui arrêter par l'arbitre. Mais, euh, mais bon, il se fait sonner. Il n'y a pas de souci, il y a des trous, il y a des ouvertures. Et on sait qu'il est capable de se faire sonner. Maintenant, un O'Malley ne se précipitera pas comme s'est précipité. Tu sais, Marlon Vera. Et on l'a vu avec Sterling, il va choisir ses angles, il va choisir ses frappes, il va faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément de possibilité pour Merab de revenir, ce qui forcera l'arbitre à l'arrêter, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, en plus de ça, je te l'ai dit en off, mais il fait du in and out, tu sais, et il y a un momentum. Limite, tu peux lire comment dire, tu peux lire déjà l'attaque qu'il va te proposer, ou en tout cas le champ d'attaque qu'il peut te proposer, tu sais, des groupes d'attaque. Par exemple, s'il envoie son jab, comme il fait du in and out, il va juste avancer, bam, il va avancer sur toi, il va envoyer le jab, mais il va pas y avoir forcément d'appel. Tu vois, c'est dans son in and out, bam, il envoie le jab. Par contre, à partir du moment où il va faire il va envoyer son bras arrière ou il va envoyer son jab cross, à ce moment-là, il fait un pas d'appel. Tu sais, il va faire une feinte d'abord et ensuite il va lancer. Comme si j'y vais, allez, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est comme s'il y avait un moment d'hésitation, ce qui n'en est pas, hein. C'est une habitude qu'il a appris et pour le coup, elle est gravée en lui. Surtout que il a besoin de ce truc-là parce qu'en fait, ça met une feinte qu'il va utiliser plus dans l'objectif après de shooter dans les jambes. Mais ce truc de devoir shooter dans les jambes, en fait, finalement, tu l'as quand même quand il envoie ses frappes. Il a son momentum. 1, 2. Tu sais, 1, et puis 2, j'y vais. Et même avec son poing, tu vois son poing arrière qui s'agite.
Comme si je vais te le mettre, je vais te le mettre. Et il y a une petite grimace aussi. Tu vois, il y a vraiment un truc où il y a beaucoup plus de fluidité quand il envoie seulement son jab. Et t'as une, tu sais, je vais pas dire une crispation, mais une petite hésitation, tu sais, je vais y aller, je vais envoyer mon point arrière. Ce qui est normal, t'as toujours t'es toujours plus en sécurité quand t'envoies ton point avant parce que tu gardes une distance. Là où quand t'envoies le point arrière, t'es obligé de t'engager. Donc tu prends un risque supplémentaire. Et je pense qu'il a conscience de ce risque. Et c'est ça qui fait qu'il a assimilé, tu sais, ce petit truc, cette petite feinte avant, tu vois. Ouais. Donc avec un striker qui a un coup d'œil comme au Malais, je pense que si je l'ai vu, il l'a vu. Et il pourra peut-être savoir l'exploiter aussi. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances. Maintenant, dernier truc pour moi, c'est que là où il est vraiment dangereux, c'est quand il avance. Si tu le laisses avancer, c'est là qu'il est le plus dangereux. On l'a vu avec Yann, hein. Parce que Yann, son style, en fait, ça colle parfaitement. Tu sais, Yann, il est dans l'acceptation des coups. Il n'est pas dans l'évitement, c'est-à-dire qu'il lève les mains très hautes et il te laisse faire ton enchaînement limite pour contrer derrière. Sauf que tu peux pas contrer Merab, puisque une fois qu'il a fini son enchaînement, il te colle en lutte. Tu vois, c'est pas comme s'il voulait ressortir comme si c'était un striker. Donc c'est plus compliqué. Mais oui, si tu le laisses avancer sur toi, tu vas passer une sale soirée. Ouais. Ouais, bah après, c'est en fonction du boxeur qu'il a en face, il va plus envoyer de lutte encore. Tu vois, moi, je pense à Aldo. Quand il a combattu avec Aldo, tu vois, c'était vraiment ça. Il a vu qu'en boxe, il était complètement dominé. Surtout un Aldo qui était plus grand aussi, lui, hein, que Merab. Et donc, il l'a beaucoup plus collé à la cage, au point même qu'Aldo, parce que en plus, Aldo qui a une très bonne défense de Mais lutte, il l'a donc pas amené pour qu'une seule l'emmener, fois. voilà, pour l'emmener, c'est compliqué. Mais par contre, il l'a collé à la cage et tu vois Aldo qui est là, qui regarde l'arbitre, genre, ok, on fait ça toute la soirée, alors c'est bon, ça a acté. Alors, c'est vrai que j'ai toujours du mal avec ça parce que en soi, t'es dans la cage, tu sais qu'il va te coller, c'est à toi de sortir. Maintenant, c'est vrai que quand ça dure, ça dure, ça dure, et que tu vois des petits coups de genoux sans aucun effet, parce que t'en as qui essaient de détruire, lui tu sens qu'il score, tu vois. Et c'est vrai que bon, ouais, c'est gentil, mais ouais, c'est lourd, quoi, c'est lourd. Donc voilà. Ce que je peux rajouter moi dans sa boxe, c'est qu'il mixe aussi avec son coude, surtout son coude du droit. Tu sais, au lieu d'envoyer l'overhand quand il est un peu plus proche, il va envoyer le coude, mais il sait pas l'envoyer. Encore une fois, il fait pas de dégâts. C'est-à-dire que là où normalement, tu sais, tu dois envoyer le coude pour qu'il vienne trancher, tu sais, ton adversaire, lui, il l'envoie un peu comme une aile de pigeon. Tu vois, ce qui fait qu'en fait, il touche, mais il crée pas de dégâts. Tu vois, t'as vraiment l'impression. C'est très bizarre quand tu le vois envoyer son coude. Il l'a beaucoup fait contre Peter Yan. Oui, oui, bah parce que comme tu l'as dit, il était obligé de coller. Donc comme il collait, il était obligé d'envoyer le coude. Sauf que c'est un coude qui est inefficace. Et contre Petroyan aussi, ce qu'il faisait beaucoup, c'était de prendre le front headlock et d'envoyer ses genoux. Tu vois, il lui envoyait beaucoup les genoux. Mais c'est pareil. Comme il a le front headlock, les genoux, en fait, c'est plutôt la cuisse qui touche. Donc ça score, mais il n'y a pas de dégâts. Par contre, il Tu a un vois. putain de front headlock, hein. On verra sur la partie lutte, mais quand il te Ouais, tient en front headlock, tu bouges plus. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que tu bouges plus. Enfin, Yann, il a réussi à sortir quand même, hein. Ouais, mais Il a quand même quand réussi même, à il sortir. grappille beaucoup de temps, hein, sur le front headlock. Oui, je suis d'accord. Et surtout qu'aujourd'hui, tu sais, avec la nouvelle règle, tu sais, quand tu étais en front headlock, tu pouvais poser la main au sol et éviter de prendre des coups de genou. Là, maintenant, c'est plus le cas. Il faut que tu aies un genou au sol. Donc, C'est pas à partir de novembre. peut-être. Il me semble Ah, que je c'est à pensais que c'était partir déjà de mis en vigueur. novembre, les nouvelles règles, avec le coup de 12h, 6h et les coups de genou. Ok, d'accord. Ah ouais. Non, non, bah, écoute, je pensais que c'était là. Oui, je crois qu'en fait, oui, il y a une connexion avec la mairie de Paris et je crois qu'ils voulaient mettre les coudes et les genoux après les 50 km/h sur le périph. Oui, c'est ça, c'était ça, exactement. C'est octobre, 50 km/h sur le périph. Novembre, les coups de coude de 12h à 12h, 6h. 6h. Ils attendaient le feu vert d'Hidalgo. C'est ça. Donc, effectivement, d'accord, je l'entends, je l'entends. Il a quand même un bon menton, même s'il est touché, hein, qu'il peut être sonné. Mais bon, il tombe pas. Quand même, il faut lui rendre ça, c'est que il a quand même cette faculté à revenir. Donc il récupère assez rapidement quand même. Surtout, il garde de la lucidité parce qu'il va mixer avec sa lutte et ça ne sera pas des takedowns d'urgence, tu sais, qui peuvent être exploités. Lui, il va vraiment pas forcément insister, mais en tout cas, il va se mettre dans des conditions où il va t'empêcher de continuer à le boxer, quoi. Ouais. Non, sur ça, on est d'accord. Et ça va aussi
On fait souvent la corrélation entre le menton et le mental, tu vois. Et il a un mental de fou. Tu sens que le mec est en pleine confiance. En fait, Oui. c'est aussi pour ça qu'il récupère vite. Le mec ne doute pas de lui à aucun moment. Même si tu le touches, il doute pas de lui. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Jusqu'au jour où il sera touché assez durement pour tomber, et là, peut-être qu'il Voilà. commencera à douter. C'est comme d'habitude, tu sais. Pour ce combat, on est d'accord, je pense. Au Malais. Au Malais. Ah oui. Au Malais, là, il y a pas de doute possible, hein. Il n'y a pas de doute possible. Comme pour le point qui va suivre, hein. On peut déjà teaser un petit peu, mais il n'y a pas de doute non plus possible sur. Quoique. Non, non, il n'y a pas de doute. C'est lui qu'on mettra vainqueur. Mais bon, il y a quand même des choses à mettre en perspective, quand même, au niveau de la lutte. Ouais. O'Malley, c'est quelqu'un qui est très proactif sur ses défenses. Du fait de ses grandes jambes, il va souvent se faire saisir en fait les low kicks, les kicks plutôt, et il parvient tout de suite à faire lâcher la saisie en tournant le talon vers l'intérieur. Tu sais comme quand tu sors d'une clé de cheville, tu sais, t'orientes le talon vers le buste et tu sors en poussant ton adversaire. Il arrive à garder cette distance. Autre chose aussi, quand il est pris en single leg, saisir le poignet, tu sais, aussi pour empêcher l'adversaire de joindre les mains. J'en parlais la dernière fois d'ailleurs, ça m'a fait, tu sais, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé quand dans l'analyse, enfin dans le game plan contre Khabib, tu sais, de venir empêcher de venir fermer le cercle en se concentrant pardon, sur la main qui est à Ouais. l'intérieur de la cuisse. Aldo, Tu vois. Aldo l'a fait contre Yann. Contre Dvalishvili. Et ça Oui. fonctionne très très bien. Bien sûr, c'est même la meilleure façon de stopper le. Quand t'es dos à la cage, hein. Mm. Bien sûr, me faites pas ça en grappling où il n'y a pas de cage, où t'as pas d'appui. Mais quand t'es dos à la cage, c'est peut-être un des meilleurs moyens de venir annihiler un single leg. Ouais. À la cage, il se sert de sa mobilité pour s'extraire et pour retourner la situation. Tu sais, à droite, à gauche, il va chercher en fait. Mais lui, il va pas chercher à coller à la cage après. Il va chercher à reprendre de la distance forcément pour retourner dans son champ de prédilection. Il se sert parfaitement de ses longs bras pour venir entre les jambes de l'adversaire et faire un levier. Tu sais, quand tu viens l'attaquer, tu vois, quand tu viens le prendre par exemple en double leg, tu sais, rentrer par l'extérieur et faire un levier avec le bras pour essayer de faire lâcher et puis de revenir par-dessus. Ce que faisait, par exemple, si je vous donne un exemple pour que ça vous marque, Volkanovski contre Islam Makhachev, Ouais. de rentrer dedans pour ensuite pivoter et revenir dans la bonne direction. Et soit il met la main au niveau du genou pour éviter de. Sinon, il met la main au niveau du genou quand il est ceinturé à l'arrière, tu sais, pour éviter de prendre des coups quand l'adversaire est dans son dos. Tu sais, il a ce truc, tu sais, avec ses longs bras de venir bloquer l'arme. Donc, avec un Dvalishvili qui passe derrière, comme ça, qui envoie des genoux, mais qui envoie des genoux sans conviction énorme, à part le fait de scorer, une défense comme ça peut suffire, hein, déjà, je C'est pas pense. là qu'il est le meilleur en plus en lutte Dvalishvili. Quand il est dans le dos, Non. c'est pas incroyable. Donc non, pour moi, O'Malley, il fait vraiment tout ce qu'il faut techniquement, défensivement en lutte. Il est au point, tu vois. Il est au point. On sait que Merab, il shoot essentiellement en single leg. Mhm. Et les single legs, je pense qu'il les gère très bien au Malais. Pour moi, c'est plus compliqué quand il est ceinturé au niveau des hanches. Quand tu prends un body lock ou un truc comme ça va être plus compliqué pour lui de défendre que sur un single leg où, à l'ouvert, déjà, sa taille fait que ses jambes seront bien écartées parce que souvent, Dvalishvili, tu sais, il vient faucher l'autre jambe. En fait, il Oui. arrive très rarement à amener du single leg directement. Il vient balayer la deuxième jambe. Sauf que au Malais, ses jambes seront bien écartées, donc tu auras beaucoup de mal à venir faucher la deuxième jambe. Et puis il est Il est très stable en souple, plus. il est Très très stable. stable. C'est la jambe, il va la lever, elle va sortir, un peu comme on avait vu avec Tsaroukian contre je sais plus qui. Mais tu vois ce genre de défense de lutteur, là, où il lève la jambe très haut, mais tu tombes pas. Donc je vois bien ce schéma. Après, à la cage, il fait parfaitement ce qu'il faut, mais il peut se faire arracher en puissance. Tu vois, je vois quand même un Merab plus puissant. Yann l'avait arraché aussi. En fait, voilà, si tu veux l'amener, ça va te demander beaucoup d'énergie. Parce qu'il va Oui. falloir mettre, au-delà de la technique, il va falloir mettre vraiment de l'énergie et de la force pour le soulever, l'arracher. Mais techniquement, il a toutes les réponses à apporter. Ouais, exactement, tu vois, c'est ce que j'allais dire. Si c'est le genre de personne, effectivement, tu dois décoller ses deux pieds du sol si tu veux l'amener au sol. C'est ça. Tant qu'il C'est a un ça tout contact simple. avec le sol, il est stable. Il est stable. Euh,
Et dans les défenses, tu sais, on parlait quand tu le ceintures et que tu crochettes, tu sais, à l'arrière. Merab le fait, hein. Bon, on prend un peu d'avance sur la partie lutte de Merab, mais il le fait notamment contre qui? Je crois que c'est contre Petroyan où il est derrière, où il vient en fait, tu sais, c'est marrant en plus la manière dont il le fait, il ceinture à l'arrière, il va venir vraiment derrière pour revenir sur le flanc de Petroyan pour crocheter sa jambe en même moment. Tu sais, vraiment pour qu'il soit sur son, tu sais, pour lui faire basculer son appui et clac, il le crochette pour le faire chuter. Il se relève à chaque fois, mais à chaque fois il le fait chuter de cette manière-là. Et ce qui est marrant, c'est que je sais plus contre qui d'ailleurs. Je crois que c'est contre Petroyan où justement il fait exactement la même chose. Tu sais, où il le ceinture à l'arrière et il essaie de lui crocheter la jambe. Et pareil, il le fait pas tomber parce que effectivement, ses deux jambes, elles sont bien écartées, ses appuis sont écartés. Et donc, effectivement, comment dire, il est déséquilibré. Mais par contre, il ne chute pas avec ça, quoi. Donc, non, il est vraiment très stable. C'est son côté relâchement aussi, hein. Tu sens que quand il est en défense de lutte, il est très relâché, il est très bas sur son centre de gravité est très bas, ce qui fait il a cette faculté en fait à rester équilibré parce que quand tu acceptes, en fait c'est le pire pour toi quand tu es en défense de lutte, c'est de vouloir résister, tu sais. Plus tu vas l'accepter entre guillemets et plus tu vas pouvoir en fait trouver un angle ou une forme de corps qui va faire que tu vas Ouais. pouvoir t'échapper. Plus tu vas être dans la résistance, plus tu vas te durcir et plus en fait finalement bah tu vas faire tomber tu vas faire tomber. Tu sais je vais citer un exemple de merde hein, mais la nature est bien faite. Tu prends un arbre, il y a du vent, il plie, il casse. Tu prends un roseau, il y a du vent, il plie mais il ne rompt pas. Donc Ok, Bruce Lee. c'est Ok, Bruce c'est Lee. beau. Ouais, soit comme de l'eau. Tu prends de l'eau, tu la mets dans une tasse, elle devient la tasse. Mais tu la mets dans une théière, elle devient la théière. Mais si l'énergie de l'eau coupe une roche, ok. On sent l'expérience du Jet Kundo. Ah, j'ai fait une thèse. J'ai fait une thèse qui est sur le Jet Kundo, effectivement. Je vous le dis, je vous le dis. Vous ne le savez pas, mais c'est vrai. Pour passer ma ceinture noire, j'avais fait une thèse. Bref. Il est capable de shooter aussi, hein. C'est quand même un bon lutteur hein, contre Petr Yan. Il l'a fait, il l'a bien fait. Il Duck était under. rentré en Duck Under, magnifique. Ouais. Magnifique. Donc, bon timing, bon En shoot. fait, c'est surprenant, tu vois. C'est encore plus surprenant quand c'est un striker qui le fait parce qu'il ne shoot pas souvent. Mais il a montré que, il savait le faire. Techniquement, encore une fois, c'est très propre. Donc, après, de Maintenant, à là, ne pas faire sans contre. Mérab, j'y crois pas Voilà. spécialement. Non, faut pas le faire. Non, non, faut pas le faire. Faut pas y croire. Faut pas le faire. Tu prends Petroyan, il a shooté sur Merab, il a Scramble, il s'est retrouvé en dessous en 3 secondes. Non, non, Et non. encore, je dis 3 secondes, Il faut non. pas le faire. Il faut pas le faire. Mais voilà. Si, en tout cas, s'il y a une grosse erreur de Merab, il pourra l'exploiter. Il pourra potentiellement l'exploiter au Malais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Donc, Dvalishvili, lui, il shoot constamment durant le combat. On l'a dit tout à l'heure, on l'a dit, tous les 2, 3, 4, 5 attaques en boxe, il va shooter. Alors, des fois, ça va durer un peu plus longtemps. C'est pas une science exacte, tu vois. Mais parce que je te l'ai dit tout à l'heure en off, mais je me suis amusé à compter les attaques avant qu'il shoot, surtout avec Petroyan. Et c'est vrai que C'est le combat t'avais, où je ouais, suis entre le plus. deux. Il shoot le plus, ouais. Et entre les 2 et 5 attaques, il shootait. Bah, 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 à chaque fois. Donc bon. Heureusement qu'il ne fait pas toutes les 3 attaques, par exemple, parce que sinon, bah, tu t'as plus qu'à compter dans ta tête, tu vois, 1, 2, 3, genou. Mais en soi, tu sais qu'il y a une grosse régularité, c'est ce qui fait sa grosse force aussi, c'est que en fait, il t'asphyxie sous les takedowns. Mais des takedowns qui sont pas forcément efficaces, mais bon, tu dois gérer cette incertitude constante du fait qu'il va venir te s'accrocher à une de tes jambes, quoi. T'as la fatigue psychologique et t'as la fatigue de concentration, quoi. Et t'as la fatigue physique où t'as des phases de préhension tous les 3 échanges de boxe, quoi. Donc là, la Ouais. contraction musculaire n'est pas la même. Lui, c'est son domaine, donc il va pas se fatiguer en luttant, tu vois. Donc non, non, c'est... En fait, ça met à la... Son avantage, son plus gros avantage à Merab, c'est son cardio. Donc Mhm. en fait, c'est en faisant ça, c'est ce qu'il utilise. Voilà, sa plus grosse force, son cardio. C'est vrai qu'il est infatigable, hein. Il est vraiment infatigable Ouais. parce que même si tu défends tous ces takedowns, tu sais qu'il y a des lutteurs, le fait de défendre, leurs amener au sol, tu vois, leur barre d'énergie, elle va commencer à baisser.
Lui, tu rates, c'est pas grave. Il rate, c'est pas grave, il va continuer, il va continuer, il va continuer. Et Ouais, parce parce qu'il met que pas c'est ce que je te l'engagement disais. total, comme tu disais, je crois qu'on était en... Voilà, c'est ça. Il met pas l'engagement total pour t'amener. S'il sent que ça foire, c'est pas grave, il repart en boxe, et puis il re-shoot, et ainsi de suite. Il donne pas sa vie sur toutes les amener. Sur aucune même d'ailleurs. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais pas dire le contraire, parce que c'est ce que je te, ce que je te disais tout à l'heure. Euh, pour ses amener, d'ailleurs, il utilise, on l'a dit, hein, sa boxe est au service de sa lutte. Soit il profite de l'overhand pour saisir. Alors, c'est marrant parce qu'il va saisir avec sa main avant la jambe de l'adversaire. C'est-à-dire, il va mettre l'overhand et en fait, qui va pousser le haut du corps de l'adversaire, qui va décoller la jambe, la jambe qui devient la jambe avant de son adversaire, qui va les saisir avec sa main avant. Donc, pour aller chercher le single leg. Donc, ça, c'est une des premières choses à faire. Soit il profite, et ça aussi j'ai beaucoup aimé, il l'a beaucoup fait, il envoie le crochet du bras arrière et quand il revient, il prend la jambe. Tu sais, c'est vraiment ce petit S qui va faire, tu sais, boum, boum. Il va prendre la jambe et à partir de ce moment-là, il va être sur single leg. Après, en général, il saisit la jambe, il va pas emmener, il va essayer d'abord de tirer en circulaire pour essayer de Le t'amener. classique. Si ça marche pas, il va venir au niveau du pied et faire ce qu'a fait Islam Makhachev à Dustin Poirier, c'est-à-dire essayer de basculer ta jambe. Si ça marche pas, il va t'amener jusqu'à la cage. Et là, après, à la cage, il va venir, il va te contrôler. Après, Donc, ça dépend de la défense que tu lui proposes. oui. Il peut aussi se redresser avec ta jambe, tu sais, la prendre plus au niveau du creux poplité, donc l'arrière du genou, et venir justement, comme je disais, faucher ta jambe d'appui. Comme en fait, le fait de tenir au niveau de ton genou, ça te rapproche de lui. Il va venir Et puis ça te faucher, soulève un peu. soit te mettre un low kick, tu vois, sur la jambe d'appui, soit juste caler son pied derrière ta jambe et faire une sorte de crochetage. Donc ça aussi, il le fait très bien. Mais son arme principale en lutte, c'est le single leg. Ouais. C'est ce qu'il Ah utilise oui, le oui. plus. Je sais plus contre qui aussi. Je sais plus dans quel combat. C'était pas mal. Hein. Tu sais, il va pour rentrer sur le single leg, donc il attaque la jambe avant. L'adversaire retire sa jambe et change de garde. Tout de suite dans la foulée, il attaque l'autre jambe. Du coup, comme elle est passée devant. Et en fait, ouais, il maîtrise ses entrées. Hein. Il maîtrise ses entrées, mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Tête intérieure en général. Euh, En fait, avec la distance que O'Malley impose et son timing, il y a quand même un risque sur ses entrées. Alors, il y a toujours un risque sur les entrées, mais comme c'est toujours les mêmes, Bien sûr. il y a quand même un gros risque. Et comme ça, de mémoire, il n'a pas affronté quelqu'un avec le gabarit d'O'Malley. Parce que Non, tu sais, souvent, quand tu fais une analyse, tu essaies de trouver des profils qui correspondent. Et je ne pense pas qu'il ait affronté quelqu'un. De toute façon, c'est un peu une anomalie, O'Malley, dans la catégorie, hein, je crois qu'il n'y a avec sa personne. taille. Hein. Il y a personne avec ce gabarit dans cette catégorie. Après, O'Malley n'a jamais affronté un lutteur comme Merab. Non plus. Parce que Non plus. Sterling, c'est pas Ouais, comparable, mais c'est pas le même style. c'est pas comparable, mais c'est quand même quelqu'un qui shoot énormément quand même dans ses combats, tu vois. Donc, Ouais, mais surtout il n'a quand pas s'il shooté se fait dans ce dominer. combat. Il n'a pas shooté énormément dans ce combat. Mais parce qu'il a, est-ce qu'il a pas shooté parce qu'il ne voulait pas ou est-ce qu'il a pas shooté parce qu'il ne pouvait pas? Tu vois, c'est deux Aussi, choses différentes. je Hein. pense qu'il ne pouvait pas spécialement. Là où un Merab, il n'a pas le choix. Pour moi, il va shooter de toute façon, tout le temps. Oui, c'est vrai. Et surtout, mais tu vois, je le vois bien shooter Merab parce qu'il le fait très bien aussi sur les attaques d'O'Malley, tu vois, Ouais, sur souvent, la il boxe esquive le d'O'Malley. jab. Tu vois, il passe sous le Ouais. jab. Maintenant, encore une fois, avec la distance, c'est pas la même. Parce que le Mm. jab de Malé, il est très loin. C'est pas le jab de Peterian. Ouais, et puis surtout, tu sais, si jamais O'Malley arrive à le mettre dans une situation où il arrive encore à réduire le champ des possibles pour Merab, c'est-à-dire que il n'a plus que une solution, tu sais, pour shooter. Par exemple, on l'a dit, tu viens de le dire là sur le jab d'O'Malley, tu vois. Sur le jab, il shoot. Il va shooter une fois, il va shooter deux fois. Mais la troisième fois, il va se faire contrer. Forcément. Forcément. Si tu lui laisses, par contre, tu le disais tout à l'heure, mettre la pression en boxe, là, c'est là où il sera le meilleur aussi sur sa lutte. Parce que c'est là où il va dicter, en fait, son rythme. Ce qu'il faut, c'est que O'Malley arrive à lui prendre le rythme de Merab. Tu vois, de mettre la pression. Ce qu'il fait très bien aussi, hein, parce qu'O'Malley, il met la pression avec sa boxe. Avec son envergure, il arrive à te faire reculer. Donc, comme il te fait reculer, bah derrière, tu sais, c'est plus compliqué de pouvoir être dominant sur la partie rythme du combat, tu vois. Mhm. Ce qu'il a C'est très bien fait avec Petroyan à un moment, ce qu'il a très bien fait avec Sterling, c'est vraiment ça. Non, mais en C'est plus, sa on sait grosse qu'un force, quoi. un lutteur qui recule, ça devient beaucoup plus compliqué pour lui.
comme il doit générer de la force vers l'avant pour rentrer dans les jambes, à partir du moment où tu le mets sur les talons, c'est très compliqué. C'est ça. Et on l'a dit tout à l'heure, il a besoin d'avoir cette petite feinte, tu sais, avant de shooter. Et si tu le mets sur les talons, il pourra pas feinter. Tu vois, il sera pas à l'eau. C'est lui, il sera pas à l'initiative de la feinte pour shooter, tu vois. Il va Ouais. devoir shooter en première intention. Sauf que, tu vois, c'est pas la même chose. En fait, s'il feinte, c'est aussi pour pouvoir construire son appui correct pour pouvoir shooter. S'il peut pas mettre cette feinte, donc en fait, finalement, ancrer ses appuis, parce que c'est un peu ça, hein. Il va ancrer ses appuis sur la première pour shooter dans la deuxième. S'il n'a pas cette possibilité d'ancrer ses appuis, il sera toujours un peu moins. Alors, il sera toujours très, très, très efficace, mais il sera toujours un peu moins efficace que s'il pouvait vraiment se mettre dans ses conditions à lui, quoi. Ouais. Ouais. À la Maintenant, cage. à la cage, ouais. C'est ce que j'ai dit. Ah ouais. Eh Il a un oui. bon Vas-y, contrôle. bah, vas-y. Il a un bon contrôle cage. Il a un très bon contrôle cage, c'est solide. Il peut maintenir le combat à cette distance-là, tu vois. Maintenant, c'est pas là où je le trouve le meilleur pour amener au sol. C'est-à-dire que Non. contrôle fort, il va gagner, il va égrener les secondes. Il va pas vraiment faire de dégâts, mais bon, dans la tête des juges, il va gagner le. Quoi qu'avec le nouveau règlement, je sais pas, hein. S'il en Oui, fait parce rien, que c'est des dégâts. ouais, C'est ça. s'il en fait rien. C'est vrai que Puis contre surtout, Aldo, aujourd'hui, les arbitres, ils ont plus tendance à séparer quand ça reste ouais, à la cage. contre Aldo, c'était l'ancien règlement, il me semble. Oui. Donc oui, donc finalement, ça lui servirait pas à grand-chose. Maintenant, je pense quand même que c'est l'endroit où il a le plus de chances de l'amener, en puissance. Ouais, mais bon, il va le faire une fois, il va le faire deux fois, ça va être compliqué, hein. Mais parce qu'en plus de ça, il amène, il va faire une débauche d'énergie pour amener, mais derrière, il n'arrive pas à garder ses adversaires au Je sol. suis Donc, d'accord. tu vois, c'est de l'énergie gaspillée pour rien, tu vois. Non, je pense qu'il va faire comme d'habitude, il va contrôler, il va marquer avec ses genoux. S'il peut passer derrière, il va essayer de le crocheter, tu sais, comme j'ai dit. Il va le basculer, essayer de le crocheter, lui mettre quelques coups de genoux, essayer de le crocheter, mettre quelques coups de genoux, le crocheter. Il va envoyer ses frappes un petit peu qui viennent du dessous, tu sais. Là, tu verras un O'Malley qui mettra aussi ses frappes. Voilà, on va se retrouver dans un schéma classique de ses bloqués à la cage et voilà quoi. Il y a les deux qui frappent, qu'on voit des petites baffes, des machins. Même si O'Malley, on sent, il va essayer, je pense quand même d'essayer de sortir de là. Tu vois, de s'extirper, parce que finalement sa force aussi, c'est d'être plus grand. Donc quand il vient et qu'il met un underhook, tu vois, quand il soulève l'adversaire, bon bah forcément, tu sais, c'est là où son pivot il est peut-être un peu meilleur, tu vois. Hmm. Donc on verra ça. C'est un génie, tu l'as dit tout à l'heure, sur le front headlock, grosse puissance. Et il arrive à te conserver. Maintenant, il te guillotine pas. Il te Non, guillotine non, il pas. finit Il a pas, pas. mais C'est bon, pas quand soumettre. même, tu vois, pour maintenir un front headlock sur Cerudo, c'est quand même la base de la lutte, tu vois. Mhm. C'est un lutteur olympique, tu sais sortir d'un front headlock. En général, on te tient pas aussi longtemps. Et le mec, tu sens que quand il l'a saisi, ça bouge plus. Contre Peter Yan, pareil. Petroyan, il arrive à sortir quand même. Ouais, mais il Il met se du temps. redresse. Il met du temps, mais il arrive à sortir sa tête. Il arrive en fait, à se remettre sur ses pieds et ensuite à venir pivoter pour sortir la tête. Ouais, Mais c'est sortie vrai que tu mets du classique. temps et tu prends quelques coups de genou au passage. Tu prends quelques coups de genou. Mais bon, après, encore une fois, comme tu l'as dit, il en fait rien. Il a juste un bon contrôle, mais il en fait rien. Alors, il en fait rien, pourquoi? Parce qu'il a des trop petits bras pour faire un bras-tête. Et il va jamais se jeter en dessous pour mettre une guillotine. Parce que c'est un lutteur, c'est pas dans son ADN. L'ADN de venir, tu sais, l'idée pour un lutteur de prendre une tête et de venir se glisser sous l'adversaire pour attaquer une guillotine, c'est pas possible. Non, mais C'est de toute façon, antinomique pour eux. il a raison. Il a raison. C'est un trop gros risque de se retrouver sur le dos sur une guillotine. Oui, alors qu'on sait très bien qu'il est fort en scramble et qu'il va se relever. Il va se relever, il est fort. On l'a vu, c'est quand même presque impossible de le contrôler au sol. Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un arriver à le contrôler au sol. C'est Rudo. Ouais, mais j'ai pas revu ce combat. C'est vrai que j'ai pas revu ce combat parce que pour moi ça avait pas d'utilité dans ce cas de figure contre O'Malley, tu vois. Non, c'est Rudo le contrôle, hein. Il le contrôle, mais il en fait rien. Parce que, tu sais, en fait, il est en demi-garde. C'est Rudo, il est dans un Mm. demi-garde au-dessus. Et il vient mettre un triangle sur sa jambe. Sur la Oui. jambe de. Et en fait, il s'étale sur lui et il reste là. Donc, il peut rien faire. S'il relâche le triangle, et tu sens que Merab, il fait ce qu'il faut. Tu sais, il met des petits à-coups pour sortir son genou, qui est pris. Et une fois que le genou est pris, ça se relève très vite. Oui, donc si Et tu le contrôles sur le dos, c'est vraiment que tu as donné toute ton énergie pour bloquer la position. c'est Tu ça. Tu construis bloques rien, la quoi. position, mais tu construis rien. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la lutte de Monsieur Dvalishvili? Non.
Non, non, si ce n'est qu'il lutte comme il boxe, en volume. En fait, c'est Ouais. ça. Si on devait résumer sa lutte, c'est énormément de tentatives. Quand on regarde le pourcentage, c'est pas incroyable, hein, le nombre d'amenés au sol réussis. Mais il te noie en fait. C'est vraiment ça, c'est il te noie. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc pour ce combat, Dvalishvili? Dvalishvili, oui. Oui, si on reste sur notre format où s'ils s'affrontent dans un combat de lutte, oui, Dvalishvili gagne. Hmm. Oui, c'est ça. Maintenant, attention, la défense. En fait, la défense, dans ce combat-là, ce qui va être intéressant, c'est que la défense d'O'Malley, on l'a dit tout à l'heure, est parfaite pour les attaques de Dvalishvili. C'est Donc c'est ça. ça. Si, s'il arrive à trouver le secret pour l'amener et que Dvalishvili n'arrive pas à varier son jeu, admettons, enfin pour défendre plutôt et que Dvalishvili n'arrive pas à varier son jeu, ça peut s'inverser. Ça peut clairement s'inverser. Ouais. À voir. Au niveau du sol, O'Malley, eh ben, c'est un excellent grappling, hein. Tu sais, c'est marrant parce que tout le monde, comme on n'a pas l'occasion de le voir souvent, tu sais, dans la cage, faire du grappling et que c'est un excellent striker. Souvent, quand il y a un excellent striker qui, bah, forcément, va jouer sur sa force qui est le striking, on pense que forcément il est nul au sol. Non, c'est un bon strike, c'est un bon grappleur. Il a fait des galas de grappling où il a remporté des victoires par soumission. Ça va avec, de toute façon, la même chose hein, que pour la boxe, hein, avec son relâchement. Il est souple, il a des longs segments, il sait les utiliser. On le voit, hein, les attaques de Juji, comment il oriente ses hanches, enfin, tu vois, les attaques de Sur le triangle et dos. tout ça, Il le est fait très à l'aise sur le quand il est dos. sur Il a le une dos. bonne Eh garde. oui. Il a une très bonne garde. Mhm. Il se fait pas passer, hein. Il sait quoi faire. Pied sur la hanche. Il reprend sa distance quand il faut. Il sait rentrer les crochets papillons quand il faut. Non, non, franchement, Il s'est il est à recomposé à la l'aise, il est perfection. actif. En fait, à partir du moment où tu vois un mec, non seulement qui a une bonne garde, mais en plus qui est actif, que c'est ça, avoir une bonne garde, c'est être actif. C'est pas juste conserver le mec et pas prendre de dégâts. Pour moi, avoir une bonne garde, c'est être dangereux aussi sur le dos. Et il est dangereux. Alors, il va pas forcément soumettre, mais il va te créer suffisamment de danger pour que tu reprennes de la distance et ça va lui permettre de, lui, se relever, tu vois. Donc, Exactement. c'est très bien. Moi, au Grand Endpoint, c'est précis. Encore une fois, comme sur la partie boxe, en fait, il choisit des bonnes frappes au bon moment. Il s'expose pas bêtement. Il va pas se ruer sur des séries de frappes interminables. Non, non, c'est un sol plus que solide. Et puis il prend pas beaucoup de dégâts. Encore une fois, et ça, il bénéficie aussi du fait que ça soit une anomalie dans la KT, qu'il soit très grand. Mais pour aller chercher sa tête, déjà c'est loin, déjà pour commencer. Comme en plus il sait très bien gérer la distance, tu l'as dit, donc forcément bah, ça amplifie encore le problème d'allonge qu'auront ses adversaires. Un Dvalishvili par exemple qui est comme tout bon lutteur qui met une pression avec ses hanches, tu sais quand il est dans la garde ou dans la demi-garde pour aller chercher le Ground and Pound, ça, c'est des genres de choses qui seront très bien gérées par un O'Malley. Tu vois, et effectivement, tu l'as dit, il va créer du jeu pour se relever, pour créer du scramble et se relever, en fait, finalement. Et il le fait vraiment très bien. Il panique pas, il bloque bien les attaques de l'adversaire, il sait quoi contrôler, il sait où contrôler, il sait placer ses tibias au niveau des biceps pour éviter de prendre des frappes. Il Mm. sait être dangereux sur un juji ou sur un triangle ou pour essayer de sortir. Il sait utiliser ses crochets papillons efficacement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que tu vas l'amener, ok, peut-être, mais après, pour le conserver, c'est compliqué. Tu sens qu'il veut pas non plus perdre du temps, comme pour la lutte. Tu sais, c'est comme pour la lutte, ce que je disais tout à l'heure. Quand il est dos à la cage, il va retourner la situation, il va lui rompre le contact pour revenir en boxe. Finalement, au sol, c'est la même chose. Il va arriver à créer la distance pour pouvoir faire un scramble, pour pouvoir se relever, reprendre son chemin debout et revenir boxer parce qu'il sait qu'il a plus de chances de mettre KO que de soumettre, même s'il pourrait soumettre. Mais il a plus de chances de mettre KO, donc il va se remettre dans le domaine où il est le plus avantagé, quoi. Ouais. Ah ouais, après, il n'y a pas un milliard de choses à dire, hein. Il fait des choses classiques, simples, mais il le fait très bien. Exactement. Exactement, Orelsan. Donc, simple et basique. Valishvili, lui, c'est un sol de lutteur. Il met la pression, bah, je viens de le dire, hein, dans la garde, dans la demi-garde avec ses hanches. Il envoie le grand end pound. Par contre, il a du mal à conserver ses adversaires au sol. On le dit depuis tout à l'heure. C'est vraiment. Il essaye, hein, tu sais, un peu à la, euh, à la Khabib, tu sais, à essayer de prendre les deux jambes dans le triangle et tout ça. Enfin, tu vois, pour Ouais, essayer de. pas le même jeu. Mais il n'a pas la même puissance Alors, il n'a pas la même puissance et même, il n'a pas le même niveau en grappling aussi, tout aussi. simplement.
C'est que eux, ceux qui font ça ont aussi un gros niveau en grappling. Mais tu sens quand même que c'est un pur lutteur. Il n'y a pas un grappling incroyable. Non, non, je suis d'accord. Par contre, il a un bon ground and pound, tu vois. Il met beaucoup de rythme. Encore une fois, hein, il t'étouffe. En gros, il t'étouffe. C'est vraiment ça. Il te met du rythme. Et tu sens que, pareil, hein, tu sais, c'est vraiment contre Marlon Vera, tu sais, il met du rythme. C'est constant, c'est constant, c'est constant. Il va t'envoyer des coups de poing marteau comme ça. En fait, tu l'as dit, le mot noyer que tu as utilisé tout à l'heure, c'est vraiment ça, quoi. Il va te noyer sous les frappes jusqu'à ce que l'arbitre t'arrête. Tu vois, il va même regarder l'arbitre alors c'est quand que t'arrêtes. Tu vois, c'est vraiment ça. Tu sens que dans l'idée, il cherche pas à finir l'adversaire en le mettant KO, mais plutôt à attendre que l'arbitre dise bon, allez, c'est bon, ça y est, c'est bon, ça suffit, ça suffit. Ouais. Ouais, ouais. Et après, écoute, sur le dos, bah, de ce que j'ai vu contre Cerudo, il sait quoi faire. Voilà, il va pas s'inventer des choses, il va pas tenter des renversements incroyables. En fait, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est revenir en turtle, se remettre sur ses mains. Tu sais, retour en base de lutteur, quoi. Il s'en fout de donner le dos pendant qu'il se relève. Il sait que il va gérer derrière. Il sait qu'une fois qu'il sera debout, même si tu le ceintures derrière, tu vas pas l'amener. Ça va être compliqué. Donc, il est assez serein. Donc, non, le conserver sur le dos, c'est très compliqué. Ouais. Non, non, si tu arrives à le mettre sur le dos, il faut faire ce que O'Malley a fait contre Sterling, c'est-à-dire tourner autour, mais pas. Mais encore, Ouais, même ça, non, tu sais, je non. pense que Sterling c'est arrivé parce que il a cette faculté à rester sur le dos. Tu sais, lui aussi, comme il vient du grappling, il Voilà. vient du jiu-jitsu Voilà. brésilien, il a ce truc de rester sur le dos. Mais un Dvalishvili, lui, va se remettre tout de Il suite tombe, il se à remet quatre tout de pattes suite, et il va se. Voilà, Il replonge dans c'est tes jambes. ça. Et après aussi, la différence, c'est que il était déjà quasi KO, Sterling. Quand il prend la droite, il s'effondre. Il est sonné, tu vois. Il a plus l'état de quand. Je pense que s'il se retrouve sur le dos et que tu as un O'Malley qui lui tourne autour, la garde, il la défend parfaitement. Il sait quoi faire. C'est juste là, il était plus lucide. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc bon, on verra. En tout cas, pour ce combat de grappling, c'est quand même assez. Ouais. Ça va Alors, je dépendre suis du tenté de dire règlement. O'Malley. Ça va dépendre Ça du dépend du règlement. règlement. Je suis tenté de dire O'Malley parce qu'effectivement, il a plus de jeu et tout ça. Mais on sait un lutteur compact comme ça, c'est une galère. C'est C'est une une galère. galère quand même, ça reste une galère. Mais bon, je mets quand même O'Malley sur la forme parce que techniquement, il apporte plus de choses. Ouais, ouais. Bah moi, je vais mettre O'Malley plus fort sur le dos et Merab plus fort au-dessus. Le mec ne prend pas de risque. Ah, tu sais, dans le consensus ou dans le consensuel, il y a toujours un con. Donc, non, non, mais t'as raison. Non, mais t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Après, en soi, on sait pas parce que O'Malley cherche pas forcément à nous montrer ce qui vaut au-dessus, entre guillemets. Tu sais, là où, en vrai de vrai, tiens, je vais nuancer ton propos. Henri Cerudo, c'est pareil, c'est pas un mec du sol, c'est un mec de la lutte. Donc, il a bloqué Merab. Le fait, on sait très bien que plus tu veux conserver une position, plus c'est le meilleur moyen de la perdre. On est d'accord. Ça, on l'a dit, on l'a répété. O'Malley, il est fort au sol, au-dessus. Il est possible qu'il gère parfaitement bien et qu'il vienne en fait stopper le fait de se relever pour un Merab Dvalishvili en essayant de changer régulièrement de position et d'envoyer du grand and pound, tu sais, dans son Oui, ou changement, prendre le enfin après dos, chaque etc. changement de position. À chercher à améliorer sa Exactement. position. Et dans ce cas-là, il annihilerait complètement un Merab qui serait sur le dos, tu vois. On l'a vu, on l'a vécu, on le vit tous les jours. T'as beau être bon lutteur, t'as beau savoir te relever, si jamais tu changes de position à chaque fois et que tu vas à l'encontre de son jeu, que tu as toujours un temps d'avance sur lui, il se relèvera pas. Écoute, on verra. Non, je pense pas qu'on verra dans ce combat, mais non, je mets du 50-50 moi sur la partie seule parce que j'arrive pas à voir qui est le meilleur. Vraiment, c'est deux styles complètement différents, mais les deux peuvent s'annihiler en fait. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Au niveau des à côté, mon cher Rolly, moi Ah, j'ai bah, vu voilà. deux à côté et les Il y en deux a. ils sont pour Merab. Ah oui, je pense qu'on a les deux mêmes. On a la cicatrice, les points de suture qui s'enlèvent lui-même avec son couteau, son ciseau là. Avec un cutter, je crois. Non, Le son mec du ciseau. chantier.
T'es sûr que c'est pas un cutter? Non, non, c'est un ciseau, mais à bout pointu. C'est pas tu sais, les trucs médicaux avec les bourrons. Non, non, lui, c'est bout Non, non, pointu. là, c'est avec c'est des ciseaux de coiffeur. Voilà. Ciseaux de coiffeur. Et la rumeur du staff avec la photo. Enfin, la rumeur, c'est pas une rumeur, hein. Enfin, toi comme moi, on sait à quoi ressemble un staff, c'est un staff. C'est un staff. Maintenant, est-ce que la photo date de là, tout de suite, là? Voilà, la question, elle est là. C'est pas est-ce que c'est un staff Non, ou non, est-ce que oui. c'est pas un staff, C'est c'est un ça staff, date ça, de c'est une combien de temps? certitude. Voilà. Maintenant, c'est Et est-ce ça que date de c'est combien de temps? vraiment maintenant ou est-ce que ça date de avant et il a mis ça parce qu'il serait quand même très très con. Bon, sans lui manquer de respect, je veux pas qu'il vienne me tirer par les cheveux. J'en ai pas de toute façon. Mais Ah non, c'est un génie de la communication déjà. C'est un génie de la communication. Mais oui, 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 c'est vrai que c'est de savoir de combien de temps a le staff. Parce que si c'était sur une photo officielle UFC, tu sais, qui est prise, bon là, tu sais, t'as la temporalité. Là, il est dans son gym. Ouais, je parle comme un anglais. Ok, dans son gym. Et donc ouais, on sait pas quand est-ce que c'était. Maintenant, si c'est en début de camp, milieu de camp, même s'il fait ses 10 jours d'antibiotiques et que ça se passe bien, bon, ça va, c'est pas trop impactant. non, C'est parce pas que non attends, plus. même son gym en fait, son équipe, sa team. Parce qu'encore son truc d'arcade, là, il le fait tout seul. D'accord, ok, le mec est un mongol, il vit tout seul, tu vas pas être derrière son dos tout le temps, tu vois. Mais ça, là, la photo, il y a bien quelqu'un qui l'a prise. Et visiblement, il a même pas de gomme magique. Parce que, tu sais, aujourd'hui, avec n'importe quel smartphone, n'importe quoi, tu fais gomme magique, ça y est, le bouton, il disparaît. Hmm. Écoute, de toute façon, il est sur une zone exposée, donc on va le voir à la pesée si la trace sur le bras, hein. Est-ce qu'on pourra en déduire plus ou moins si c'est récent ou pas? Ouais, Parce que ça met on du temps à verra. partir, hein. On sait très bien, un staff, ça met beaucoup de temps à partir. Il y a toujours une marque. Oui, même soigné, t'as la croûte, la cicatrice, ça a creusé, faut le temps que ça se rebouche. Donc oui, oui, non, c'est s'il a bien creusé et il a l'air d'être bien creusé parce que on voit la croûte, mais on voit pas ce qui se passe en dessous, les amis. En dessous, des fois, t'as un bon centimètre de trou quand même, hein. Donc un centimètre, j'exagère peut-être un petit peu, mais Voilà, le dernier t'exagères à staff que peine. j'ai chopé, T'exagères ouais, à peine. j'exagère un peu. C'est vrai que le dernier staff que j'ai chopé, sa mère, il était bien creusé quand même, hein. Sur la cuisse, là, c'était pas mal. D'ailleurs, ce calvaire, ce fléau du staff, mais je vois tout le monde qu'en parle. Là, je vois des recommandations. Moi, déjà aussi, pareil, là, cette semaine, je vais faire un appel à la bienveillance des élèves, de leur dire que si vous voyez le moindre bouton suspect, vous ne venez pas ou vous venez me le montrer d'abord, et puis après, vous allez chez le médecin, et vous venez pas sur le tapis tant que vous avez votre bouton. Parce que, voilà, j'en profite, tu sais, c'est vraiment une tribune. Faites ça, s'il vous plaît. Alors, depuis le Covid, il y a des staffs dans tous les sens, partout, tout le temps. T'es propre, pas propre, ce que tu veux, ta salle, t'as passé le balai, pas le balai, tu te douches une demi-heure avant, une demi-heure après. Croyez-moi, les staffs, ils sont là. Franchement, c'est un vrai calvaire. Mais ça vient aussi du fait que alors c'est vrai que ça met du temps à se déclarer, t'es contagieux et que tu peux déjà le mettre un peu sur le tapis. Mais à partir du moment où il se déclare, où t'as le moindre petit bouton, t'as le Ah moindre ouais, les doute, gars, venez mais plus. non, ne Ne viens venez pas. plus. Mais oui, c'est Ne bon, vous vous dites pas, ratez je une vais le semaine, 10 jours camoufler. d'entraînement. Il y en a plein qui font ça, hein. Il y en a plein qui se disent, ah, j'ai un bouton, mais vas-y, il se voit pas, je vais le camoufler, ou je vais mettre un C'est pansement. ça. Eh non, tu Ouais, transpires, tu me j'ai un contamines. rash-guard manche longue, ça s'attrape pas. Mais mon cul, ça s'attrape pas, ça s'attrape pareil. Tu vas transpirer, t'as tes germes qui vont traverser ton rash-guard. Faut arrêter de croire que c'est pas du néoprène, hein. Du polyester. Faut arrêter les conneries, ça respire quand même, hein. Donc, Ah non, mais c'est vrai, non, mais non, non, moi je suis pour l'interdiction totale de s'entraîner dès qu'il y a le moindre bouton. ah ouais. Bouton suspect, tu vas voir le Ouais, bouton médecin, ça suspect, prend deux mais voilà, secondes. comme tu as dit, une fois que tu as eu, de toute façon, une fois que tu en as eu et que tu en as vu plein, tu reconnais tout de suite un staff ou un Ouais. potentiel staff. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Donc c'est pour ça, faut arrêter les conneries, s'il vous plaît. Et je leur dirai moi à la salle mercredi là, mais ouais, non, faut arrêter ça. Arrêter de dire ouais, mais moi j'attends, moi j'ai envie de m'entraîner, j'ai payé, machin. Ok, tu vas rater 10 jours. Tu vas rater donc 2, 3 entraînements max. Faut arrêter les bêtises. Parce que sinon, en fait, le problème, c'est que tu niques toute ta salle. Parce que ayez conscience, et on le redira jamais assez, et c'est pas grave si on fait de la redite et que vous le savez, mais c'est pas grave parce que c'est important, c'est d'utilité publique. Un staff, ça peut être seulement un bouton qui va être traité par des antibiotiques, comme ça peut être une infection du sang, ou on peut t'amputer, ou tu peux mourir.
Donc, il y a des gens, ils montent à 41, 42 de fièvre pour un staphylocoque. Ouais, Donc, des s'il gens qui vous plaît, meurent, on ne des joue pas. amputations, il y a des gens qui ont perdu leurs jambes. C'est Bien sûr. super grave. Super grave. Mais Et ne vous bien dites sûr. pas parce que votre pote, lui, ça a été guéri en une semaine, que pour vous, c'est pareil. Parce que d'une personne à l'autre, en fonction de plein de choses, de votre état de forme, de votre fatigue, de plein de choses, de votre système Oui, immunitaire, on réagit pas d'antibiorésistance. pareil. Ah oui, si tu fais une antibiorésistance ou quoi que ce soit, tu vas être hospitalisé, on va commencer par creuser, puis ça peut faire des trous énormes, les gars. Mais tapez Randleman staphylocoque, vous allez comprendre, ça va vous calmer direct. Ah bon, on voit Donc, son poumon. on voit son poumon, ça a creusé jusqu'au poumon. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire les guerriers ou de faire les égoïstes. Un peu d'humanité dans ce monde de brutes. Ne faites pas les égoïstes. Vous avez un bouton, vous restez chez vous. Voilà, c'est parenthèse fermée, mais en tout cas, voilà. Merci Merab pour ce rappel. Exactement. S'il sert au moins à quelque chose, il servira à ça. Et moi, je tiens à lancer une légende urbaine comme quoi il s'est retiré ses points de suture avec un cutter. Ok? Donc, je veux que, tu sais, oh merde, comment ça s'appelle déjà? Wikipédia, il est marqué, Ferhat Valishvili s'est retiré des points de suture à l'arcade Au avec cutter. un cutter. Ok? Rouillé, s'il vous plaît. Rouillé de surcroît. Donc, Donc on verra. Bon, je pense pas qu'il y aura d'incidence véritable sur le combat, hein, parce que l'arcade, l'ouverture a été quand même vachement petite en soi. C'était pas non plus une grosse ouverture. C'était bien en amont du combat. Normalement, ça sera cicatrisé. Si ça ressaigne, ça sera pas un game changer dans le combat. Franchement, c'est vraiment en plus juste à la naissance de l'arcade là ici, donc ça coulera pas dans l'œil. Ça sera pas un truc qui fera que l'arbitre t'arrêtera. C'est pas non plus ça. Le staphylocoque, c'est sur l'énergie en fonction de s'il est encore sous antibiotique ou pas. Comment il a réussi, on l'a dit, hein, ça peut durer plus ou moins longtemps, donc ça veut dire que tu peux être plus ou moins longtemps sur des sous-antibiotiques et surtout avec des forces d'antibiotiques plus ou moins importantes aussi. Donc ça joue, ça peut jouer. Ça joue, surtout Maintenant, dans en son style, soi, où on sait que sa force principale, c'est le cardio. Et même sur ton cutting, etc., ça joue, forcément. Donc ouais. si c'est récent et s'il est encore sous antibio, ça pourra potentiellement jouer. Maintenant, encore une fois, on l'a dit, hein, on l'avait déjà dit, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Non, non, Faut faire avec. malheureusement. T'es combattant professionnel, hein. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu peux pas faire autrement. Ouais. Niveau au Malais, pas de rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas d'à côté particulier, je pense pas. Donc on verra. Il n'y a plus qu'à voir ce combat. Il n'y a plus qu'à pronostiquer aussi ce combat. Pronostic pas évident, hein. Enfin, on l'a dit, je l'ai dit en introduction. Il y a deux scénarios possibles, hein. Deux scénarios possibles. Ouais. Moi j'ai quand même mis un 60-40. Je suis sûr J'ai du quand même mis un 60-40 aussi. Parce que là, pour le coup, je vais aller sur un pourcentage. Mais je pense Ouais, qu'on a le même, hein. Ça va, peut-être au niveau du round, ça va changer pour O'Malley. ouais. Vas-y, je Vas-y. te laisse commencer. Au Malais, KO et j'ai mis deuxième round. Tu vois, c'est Ok, tôt dans bon, le on combat. a le même prono. Voilà. Et J'ai sinon, O'Malley décision KO deuxième Merab. round, KO ou TKO, et Dvalishvili décision. Ok. Et On est pareil. 60% pour O'Malley, moi. Bien sûr, moi aussi. Oui, oui, Ok. 60% pour O'Malley. Ouais, ouais, non, non, on est d'accord. On est d'accord. Non, parce que on l'a dit, hein, il a toutes les armes pour contrer quand même Dvalishvili et surtout il a ce côté sniper qui peut parce qu'on sait il est quand même fragile, hein, il peut être touché donc voilà, on sait que c'est possible, donc il n'y a pas d'incertitude à ce niveau-là et on sait qu'en termes de frappe clean et puissante, ça sera ce qui se fait de mieux dans la catégorie. Donc s'il y en a un qui peut le mettre KO, c'est bien O'Malley. Ouais, ouais, et puis c'est surtout qu'il aura quand même beaucoup de chance dans le combat, je pense, de le toucher. Du fait que, comme on a dit, il a du mal à contrôler ses adversaires, Merab au sol. Donc ça se relève très souvent. Donc finalement, à chaque fois que ça se relève, il y aura ce potentiel danger pour lui. C'est pas comme si s'il rate dès le début, il se fait amener, il se relève plus, tu vois, et le round est mort. Là, je pense qu'il aura plusieurs opportunités de le connecter dans chaque round. Et à l'opposé, on a dit, Merab, c'est pas un mec qui finit, donc je te vois pas finir au Malais. Le seul moyen qu'il aurait de le finir, ça serait d'arriver à le contrôler suffisamment longtemps pour mettre du grand endpoint efficace qui ferait que l'arbitre arrête. Voilà, c'est tout. Ouais, et j'ai du Et mal à je le le voir. vois pas. Voilà, c'est ça, on ne peut pas le voir. Donc après, on peut peut-être se tromper, hein, mais voilà, j'ai du mal à le voir. Donc on a 60% de passer une soirée extraordinaire et 40% de passer une longue soirée.
Ouais. Après, je dis pas. Alors attention, quand je dis ça, ça y est, je vois déjà, oui, Merab Dvalishvili, tu l'aimes pas. Non, j'ai pas dit ça, les amis. C'est juste que bon, on peut tous être d'accord que quand un combat va à la décision sur un mec qui vient et qui t'amène au sol toutes les 3 secondes, ça se relève, il te ramène, tu vois, où tu vois le même combat, en fait, tu prends le premier round, tu prends le 5e round, c'est le même round, c'est chiant. Tu prends un combat qui va à la décision, où c'est du à toi, à moi, où c'est, enfin, tu vois. Islam Volkanovski. Voilà, Islam Makhachev Volkanovski. Ça va à la décision, mais c'est un combat de folie, c'est un des combats de l'année, si ce n'est le combat de l'année. Par contre, tu vois Merab Dvalishvili contre Petroyan, par exemple. C'est pas le combat de l'année. Ouais, Tu mais bon, prends Merab ça reste Dvalishvili actif, en contre fait. José Aldo. Ça reste Non, mais actif. c'est actif. Alors, Non, contre mais c'est José Aldo, actif, c'est non. pas ce que je veux dire. Contre José Aldo, c'était très chiant. Tu vois, c'est pas ce que je veux dire. C'est bien sûr c'est actif, mais par contre, c'est répétitif. C'est de la redondance. Moi, Ouais, ouais, en c'est fait, répétitif. En fait, voilà, t'as accepté le fait que ça va aller au bout. Tu vois, il n'y a même plus de cette voilà. surprise du combat de ça peut se finir à tout moment. Voilà, exactement. C'est exactement ça en fait. Qu'est-ce qui fait d'un combat que c'est un grand combat? On l'a déjà dit plein de fois, c'est son incertitude. Là, on a trop de certitude. En fait, dès le premier round, si tu vois que ça se passe comme ça, tu sais que voilà, ça va se passer comme ça sur les 5 et tu peux changer de chaîne quoi. Ouais, mais tu vois, justement, dans ce combat, pour moi, jusqu'à la dernière seconde, il y aura de l'incertitude. Tout dépend si O'Malley il arrive à se relever. Oui, alors En voilà. fait, En fait, la question, elle est voilà, sur c'est ça. ça en fait. C'est S'il se ça. fait amener et qu'il se relève pas, voilà, le combat, là, ça va être une purge. Mais j'ai du mal à y croire, hein, parce que tous ses adversaires, ils sont relevés. Et Sauf O'Malley, c'est pas Marlon plus dur. Vera. Oui, oui, c'est ça. O'Malley, il a exactement ce qu'il faut, comme on l'a dit, pour se relever. Donc, je suis assez confiant. Bah écoute, on verra ça. On verra ça donc ce week-end, et on verra ce que ça donnera à la sphère, comment ils vont exploiter en fait cet écran qui fait toute la salle quoi, tout simplement. On va voir. Est-ce que ça Après, va dans les à côté, on aurait pu mettre ça d'ailleurs, on en a déjà parlé. Est-ce que ça va perturber ou pas les combattants aussi, hein? Tu sais d'avoir ce plafond en écran, est-ce que ça va les perturber ou pas? ouais, mais Tu ça sais, dépend de ce qu'ils y mettent, tu vois. Et comme on le sait pas, on oui. peut pas en parler. Maintenant, est-ce que visuellement, nous, en tant que téléspectateurs, ça va changer quoi que ce soit? Je sais pas. Je pense que c'est un truc, c'est une expérience à vivre sur place. Là, vraiment, ça aura un impact. À la télé, je suis pas sûr que ça change grand-chose pour nous. Sur la caméra, elle est fixée sur la cage, hein. Oui, ça sera plus dans les intercombats, je pense, où ça sera où ils vont nous faire partager l'expérience quoi. Ouais, ouais, on verra. T'imagines s'ils passent le combat sur l'écran, sur la sphère. Hmm. Tu vois, c'est ce que je te disais en fait. Déjà, Ouais, t'as une chance sur deux que tout le monde soit la tête en l'air et ne profite pas du combat qui est face à eux. Parce que tu sais, de se dire, waouh, c'est comme si déjà le t'étais cas, dans hein. une, C'est dans déjà le cas. une Quand tu télé regardes géante. l'UFC et que tu es dans le public, de toute façon, tu regardes l'écran. Tu regardes pas la cage, tu la vois à peine. C'est vrai. Bah, ça dépend où t'es placé, quoi. Mais oui. Mais même quand t'es très proche, en fait, t'as plein d'angles morts, finalement. D'angles morts. Donc voilà. Mais, euh, Regarde mais, Dana mais White. Dana White, il est devant le truc et pourtant, il regarde sa petite télé. Il regarde même c'est pas vrai. l'écran, alors qu'il est devant. Non, non, Tu c'est vois vrai. mieux à la C'est télé. vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'on paye pas pour y aller. Mais imagine, c'est ce que je te disais, on en avait déjà parlé, mais s'ils passent le combat comme ça en 4DX, tu sais, vraiment là-haut, des combattants eux-mêmes, ils seraient tentés, parce qu'ils sont déjà tentés de regarder l'écran des fois dans certaines situations, mais là, ils seraient vraiment tentés peut-être d'avoir trop le nez en l'air, quoi. Tu sais, Hmm. waouh, tu sais, C'est moi. et là, KO. Ouais, t'imagines? Ouais, ça a une influence, hein. C'est un à côté. C'est un à côté. Bon, bref, on verra ça ce week-end. On verra ça ce week-end. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de ce fameux combat. Ouais. J'espère quand même qu'on a réussi à vous hyper quand même un minimum. Dites-nous d'ailleurs si vous l'attendez ou pas en commentaire ce combat, si vraiment si vous avez le même ressenti que nous ou si vraiment c'est un combat qui est plus que légitime pour cet événement-là. Attention, je dis pas légitime En que fait, c'est ce qui se ça. Ah fasse, non, il est mais ultra pour légitime, cet hein. De toute façon, événement-là. c'est le combat qu'on voulait voir dans cette KT, hein. Moi, ça fait longtemps que je veux voir Merab combattre pour la ceinture. Mais c'est vrai que pour cet événement précis, voilà, c'est pas le combat. En fait, les deux, pour moi, c'est pas des immenses stars. Même si pour l'UFC, O'Malley, ils veulent en faire la grande star de leur gars.
Oui. C'est pas ce combat que j'aurais mis, tu vois. Pour moi, tu mets un Topuria Holloway en main event, ça a beaucoup plus de gueule que ce combat-là. Je suis d'accord. Entièrement d'accord. On l'avait dit d'ailleurs quand il y avait eu les combats qui avaient fuité. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, en attendant, commentez, likez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur les plateformes de podcast si vous êtes parmi les gens qui nous écoutent en podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres, sauf SoundCloud, parce qu'ils font payer et que ça nous rapporte rien. Ça nous faisait 2 vues. Donc si vous êtes sur SoundCloud, désolé, passez sur autre chose, ça sera tout aussi bien. Et sinon, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut!